juge a très vite compris que l'humour avait des vertus sociales, que c'est même peut-être un contre-pouvoir essentiel à la démocratie. J'aime beaucoup la formule que tu viens de citer sur le fait que la dérision est la contrepartie de la ferveur. Elle vient la tempérer et elle est indispensable. Le juge a compris aussi que l'humour était nécessairement une transgression. Et il y a une formule jurisprudentielle qui a maintenant une bonne vingtaine d'années, mais qui est assez récurrente dans les décisions, que je vous redis. Le genre humoristique permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques, et le juge s'empresse d'ajouter, sur le bon goût desquelles l'appréciation de chacun reste libre. À commencer par celle du juge lui-même. Et il ajoute souvent, le juge n'est pas le juge du bon goût. Et ce n'est pas parce qu'un juge n'aurait absolument pas ri au regard du message qui lui est soumis qu'il s'interdirait de reconnaître l'exception humoristique, heureusement. Lorsque on trace, quand on revoit, comme je viens de le faire pour préparer cette courte intervention, la jurisprudence très abondante, et d'ailleurs dans cette jurisprudence, beaucoup de récentes, voire de très récentes. C'est assez normal d'ailleurs, parce qu'il suffit d'ouvrir les ondes de radio ou de télévision pour constater que le genre humoristique s'est répandu dans tous les genres d'émissions. Et que, entre les chroniqueurs, les billettistes, etc., chacun y va de son humour. Et donc, il est normal que ce soit venu très naturellement devant les juges, et en particulier la 17e. Et j'ai tenté, en relisant toutes ces décisions, de tracer les lois du genre, pour reprendre la formule du Code de la propriété intellectuelle, les lois du genre qui se dégagent de cette jurisprudence. J'en ai identifié 6 ou 7, peut-être qui sont un peu redondantes, que je vais vous dire à présent. La première, et elle est la plus proche de celle posée par le Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle que vous venez de rappeler, il ne faut pas d'équivoque sur le fait qu'on n'est pas en face de l'œuvre d'origine, mais donc il n'y a aucune reproduction proprement dite qui permettrait de les confondre. C'est un peu le même critère que dégage la jurisprudence sur le terrain du droit de la presse, qui est l'absence de sérieux et la nécessité de l'absence de confusion avec de l'information sérieuse. Personne ne doit se méprendre sur la portée du message. Il y a des jurisprudences assez anciennes, notamment de la Cour d'appel de Paris, sur les guignols de l'info, ou sur Charlie Hebdo. Ça a été 2 grands contributeurs, souvent à succès d'ailleurs, sur ce terrain de la jurisprudence. L'arrêt des Guignols, qu'on cite toujours de la première chambre de la Cour du 11 mars 91, nous dit que n'ont pas engagé leur responsabilité ni porté atteinte au respect de la vie privée des personnalités connues les auteurs d'une émission de télévision au ton volontairement outrancier et sarcastique et revêtant un caractère de fantaisie, et c'est ça qui compte, exclusif de toute prétention de sérieux. L'émission n'étant en surplus inspirée par aucune intention de nuire, on voit poindre un deuxième critère que j'évoquerai ensuite, et ses propos privés de toute signification et de toute portée réelle, en raison même des excès qui la caractérisent. Donc elle est naturellement excessive, et la volonté délibérément provocatrice de ses auteurs. Alors il s'agissait d'une marionnette reproduisant sous une forme caricaturale les traits d'un prince régnant et de son fils, ce dernier étant présenté comme un être paresseux, méprisant le travail et aux mœurs homosexuelles. Il y en a eu 5 ou 6, je ne vais pas tous les citer. Je vous donne l'autre arrêt de principe là, concernant Charlie Hebdo de la même époque, qui dit sont tolérées l'inconvenance grossière et provocatrice, l'irrévérence sarcastique sur le bon goût desquelles l'appréciation de chacun reste libre, qui ne peuvent être perçues sans tenir compte de leur vocation ouvertement satirique et humoristique, qui permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques. Et toujours pour citer cette jurisprudence assez ancienne maintenant, mais qui a fait ses preuves,
Il y a bien sûr, dans l'affaire Calvet et toujours les Guignols, l'arrêt de renvoi à la Cour d'appel de Reims qui dit d'une manière définitive, ça a presque valeur normative, quand il n'existe aucun risque de confusion entre la réalité et l'œuvre caricaturale et satirique créée par les Guignols de l'info. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était au visa, comme l'avait fait la Cour de cassation, de l'article 10, et uniquement de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, eh bien, il n'y a aucune faute qui peut être commise. Ça, ce sont, si je puis dire, les bases, la jurisprudence déjà ancienne, sur ce premier critère de l'absence de confusion. Et puis, il y en a un nouveau, un peu plus... un deuxième, un peu plus récent, mais qui va avec le premier. Quelle autre manière que de savoir qu'on est dans l'absence de sérieux que si c'est précisément un humoriste qui s'exprime? Il y a une espèce de présomption, c'est un humoriste, on sait que ça va être drôle, personne ne peut se méprendre, quelle que soit quelquefois la violence du propos. La 17e l'a rappelé récemment pour ce malheureux parfumeur qui a oublié qu'il était à la télévision et s'est laissé emporter par les rires de l'animatrice, de la journaliste qui l'interviewait et qui a eu ce mot malheureux sur le travail des nègres. Sa défense soutenait qu'il avait voulu à son tour être drôle, qu'il n'y avait de sa part aucune intention provocatrice. Il a été condamné, et voilà ce que nous dit la 17e sur le fait qu'il n'est pas humoriste et qu'il n'aurait peut-être pas les mêmes droits qu'un humoriste. Le prévenu n'est pas un humoriste, mais une personnalité connue, interviewée dans un contexte professionnel. Le tribunal n'a pas à statuer sur la drôlerie et sur le bon goût d'une plaisanterie. Donc le tribunal reconnaissait quand même en creux qu'il s'agissait bien quand même uniquement d'une plaisanterie. Il lui suffit simplement de constater que même s'il n'avait pas la volonté de blesser la communauté noire, il ne pouvait qu'avoir conscience du caractère blessant de ses propos. Et la condamne. Le troisième critère, j'y reviens pas parce qu'il est assez connu et récurrent, c'est qu'il ne faut pas que ça soit dicté par un but commercial. Il faut vraiment qu'on soit dans de l'information, dans du commentaire, dans de l'opinion, et non pas en quelconque façon dans une exploitation commerciale. Ça a été dit pour l'affaire Giscard. Le quatrième critère, je ne veux pas le traiter parce que je ne voudrais pas dire... nous avons deux sujets très proches, Madame le Président Sautreau et moi, qui elle continuera, mais ça sera le lien finalement entre ce que nous allons dire sur la lutte contre le racisme et ce que nous disons à présent sur le droit à l'humour, puisque elle traitera du droit à l'humour entre guillemets et du racisme. Et je le dis quand même, puisque c'est le quatrième critère que des lois du genre qui me paraît se dégager de la jurisprudence. Il ne faut pas se cacher sous les oripeaux de l'humour un discours idéologique. Le juge va alors chercher s'il y a bien un second degré, une distanciation, une clé de lecture qui fait que c'est bien de l'humour. Et lorsqu'il y a une ambiguïté, la Cour de cassation l'a dit dans un arrêt que j'ai trouvé pour ma part sévère, qui avait confirmé les condamnations de Patrick Sébastien sur sa chanson « Casser du noir », alors qu'on était un humoriste dans une émission humoristique, une chanson parodique, etc., qu'on avait vraiment a priori tous les critères qui permettaient d'être dans la sphère d'impunité. Il dit il y a une ambiguïté. Il s'était grimé sous les masques de Jean-Marie Le Pen, il avait chanté, et dès lors, cette ambiguïté faisait qu'il devait être condamné. Ça a été l'appréciation de la Cour, des juges du fond, puis de la Cour de cassation. Le cinquième critère, on l'a évoqué aussi, il faut la tolérance présumée des personnalités publiques, des puissants, qui, à cause de cette ferveur qu'ils suscitent, qu'ils recherchent, s'exposent nécessairement à la critique. Là, on est sur le terrain classique du droit de critique, l'humoriste est un peu le fou du roi. Il a le droit de caricaturer, il a le droit de moquer. La barrière, là, elle est plutôt sur le terrain. Oui, je voulais citer quand même cette formule aussi qu'on reprend et qu'avait même repris l'arrêt de la Cour de renvoi dans l'affaire Calvet, qui est une formule de la 17e dans un jugement du 9 janvier 92,
qui veut dire tout ce qu'elle veut dire. Le bouffon remplit une fonction sociale éminemment salutaire qui s'exerce par principe légitimement au détriment des puissants, personnages publics, de ceux dont on parle ou dont les idées sont connues. Il participe à sa manière à la défense des libertés. C'est assez remarquable de voir, je ne sais pas si c'était le président Montfort, je n'ai pas eu cette curiosité, qui présidait alors la 17e, de dire que l'humoriste participe à sa manière à la défense des libertés. La barrière, elle est, s'agissant des personnalités publiques, sur le terrain de la vie privée et de l'intimité de leur vie privée. Et il y a, pour retracer, j'ai choisi 4 décisions, une plus ancienne et 3 très récentes, qui démontrent que là, le juge hésite un petit peu et ne sait plus toujours où mettre le curseur, notamment lorsqu'il est question des enfants, de ces personnalités publiques. Est-ce qu'ils sont naturellement, ils participent, souvent leur corps défendant, à la notoriété de leur géniteur et qui fait qu'on peut rire aussi d'eux, ou est-ce qu'ils doivent être plus particulièrement protégés? La première décision, c'est la plus ancienne, 17e chambre aussi, 97. C'est une émission de France Inter où, vous savez, en fin de matinée, à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était avant le Fou du Roi, Didier Porte fait sa chronique. Et le sujet du jour, c'est un livre que vient de sortir Philippe de Villiers sur le politiquement correct. Et voilà ce que dit Didier Porte dans sa chronique pour commenter ce qu'il estime devoir penser de la sortie de cet ouvrage. Si je vous dis qu'à mon avis, un type qui a fait 7 enfants à sa femme devait avoir sacrément la trouille qu'un excès de temps libre pour sa compagne n'aboutisse à lui faire pousser des cornes sur le front, et que ce même gars dénonce avec une virulence confinant à l'hystérisme ces bêtes à cornes ambiguës que sont les vaches folles, m'amène à me demander s'il n'a pas lui-même des doutes lancinants sur sa propre appartenance sexuelle. Voilà une interprétation résolument incorrecte politiquement et dont Philippe de Villiers, j'espère, aura apprécié le vivifiant anticonformisme. Alors, on était vraiment sur l'intimité de la vie privée. L'appartenance sexuelle, les enfants, l'infidélité de sa femme, tout y passait. Et donc, on pouvait se demander de savoir comment, si là, on n'avait pas dépassé les bornes, précisément parce qu'on était sur ce terrain de la vie privée qui, on le sait, est traditionnellement bien protégé par nos juridictions au visa de l'article 9 du Code civil. Et le tribunal le déboute, confirmé par la Cour, mais là, j'ai les attendus du jugement. Didier Porte n'a fait que pousser la logique du politiquement incorrect jusqu'à l'absurde par des propos qui, sans aucune prétention de sérieux, donc on a bien le critère, et provocatrices, et quelle que soit leur inconvenance grossière provocatrice, ont seulement eu pour but d'illustrer par l'excès et l'ironie le combat contre les nouveaux conformistes prônés par le demandeur, que dans cette mesure, aucune faute ne peut être retenue. C'est peu ou prou toujours la jurisprudence, mais peut-être pas des juridictions supérieures. Il y a un jugement tout à fait récent, assez proche d'une question semblable, ça concerne cette fois-ci Marine Le Pen, un jugement du 28 mai 2014, toujours de la 17e, sur une chronique cette fois-ci de Nicolas Bedos dans Marianne, qui en fait s'en prend à Claude Guéant. Je ne vous lis pas tout, même si c'est assez drôle. Mais il termine en disant « Sauf que personne n'empêchera quelques idéalistes rigides de penser qu'à force de singer, et voilà ce qui était incriminé, la salope fascisante, celle-ci est déjà au pouvoir. Oui, elle porte les lunettes d'inspecteur des impôts, une tête de bite sous Prozac, et on l'appelle Claude Guéant. » Moi, je me garde de rire. On s'est posé. Claude Guéant ne fait pas de procès, quoi, à ma connaissance. La seule qui fait le procès, c'est la salope fascisante, quoi. Et voilà ce que nous dit. Alors, la 17e rappelle tous les critères, le genre satirique, l'humoriste, la vocation démocratique de la critique, etc. Tout ça est très bien dit dans ce jugement. Et voilà, sur le terme salope,
ce que nous dit le tribunal. Si le terme salope revêt en principe un caractère grossier et outrageant pour qualifier une femme dévergondée ou méprisable, il entre toutefois dans le type de langage habituellement utilisé par Nicolas Bedos. D'ailleurs, son père le faisait avant lui, je crois, qui a même pu l'employer à propos d'une personne qui lui était proche. En outre et surtout, le genre humoristique est, sous cet aspect pamphlétaire, n'empêche nullement qu'il soit utilisé dans le cadre d'une polémique politique, comme au cas présent, les prévenus faisant à juste titre valoir que les propos s'analysent en la critique émise par un homme qui se décrit lui-même comme faisant partie de la gauche infirmière suicidaire contre la politique d'expulsion menée par le ministre de l'Intérieur, auquel il reproche de se confondre avec les positions du Front National dans un tel contexte tant satirique que politique, autorisant une liberté de ton particulièrement accrue. Il doit être considéré que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont pas été dépassées. Alors ça, c'est un satisfecit formidable pour Nicolas Bedos, qui, du coup, se promène avec ce jugement très tranquillement pour toutes ces chroniques à suivre, qui, c'est vrai, sur le terrain du droit à l'humour, est assez réconfortant. Il y en a un autre, rendu cette fois-ci par le tribunal de Versailles, qui concerne Rachida Dati et une bande dessinée qui la mettait en scène, elle, son enfant et ses pères putatifs. Il y a une action en référé pour saisie du livre sur le fondement des atteintes intolérables à l'intimité de la vie privée de Madame Dati et de sa fille mineure Zora. Donc vraiment sur un terrain a priori plutôt favorable, me semble-t-il, tel que protégé par l'article 9 du Code civil. Et voilà ce que dit le tribunal. Elle n'a pas relevé appel, donc cette décision est définitive. Le tribunal de Versailles, reconnaissant que même sur sa fille, Madame Dati a accordé à plusieurs reprises des entretiens à des journalistes au sujet de sa fille, de son père et de l'ultramédiatisation de son accouchement, d'elle-même en tant que femme sur la question d'un deuxième enfant, etc. Alors, Madame Dati soutient que par la bande dessinée litigieuse, il y a des faits nouveaux, des faits obscènes et dégradants. Elle souligne le risque pour son enfant de 4 ans de se voir caricaturé et de voir sa mère présentée d'une manière qu'elle considère manipulatrice et désinvolte dans une bande dessinée, genre qui a la faveur des jeunes. C'est vrai qu'on peut aussi se poser la question à qui est-ce destiné, cette bande dessinée. Le juge ajoute, il est vrai que le respect de la vie privée s'impose avec davantage de force s'agissant d'un enfant mineur qui, quel que soit le degré de notoriété et d'exposition au public de ses parents, n'a aucune fonction ni activité publique et n'est pas un personnage public. Mais en l'espèce, l'enfant de Madame Dati n'est présenté que sous les traits physiques de sa mère, en réduction. Elle va peut-être ressembler à sa mère, finalement, mais jamais avec des signes personnels. L'ouvrage ne livre rien la concernant. Cette évidence s'impose au lecteur et l'invite à assimiler les caprices, attitudes, brusques ou écarts de langage de l'enfant, à se prêter à sa mère. Cette présentation conduit ainsi à écarter toute atteinte à la personne de l'enfant, alors que les caricatures ne visent en réalité que la mère. Après, il est question des pères putatifs potentiels. Et là, le tribunal nous dit que c'est suffisamment public pour qu'on puisse l'évoquer dans une bande dessinée. En conclusion, la bande dessinée querellée ne dépasse pas les lois du genre, donc de la satire politique. Donc le tribunal considère bien aussi qu'il y a des lois du genre et reprend à son compte ce terme. Et ne porte pas à l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Madame Dati ou de sa fille, alors que la médiatisation par Madame Dati et la parentalité de sa fille a accompagné sa vie politique depuis 4 ans. C'est sans doute un cas de figure très particulier. Peut-être pas en tirer des enseignements pour tous les personnels politiques. Mais nous avons 2 autres décisions qui sont moins accueillantes. La première, elle est très récente aussi, de la 17e du 22 mai 2014, toujours concernant Marine Le Pen, pour une émission de Laurent Ruquier qui avait projeté dans son émission 8 dessins, 8 affiches satiriques. Et il y en a 2 qui étaient incriminées dans la procédure par Madame Le Pen. L'une la comparant à un énorme étron fumant, et l'autre où son arbre généalogique était présenté sous forme de croix gammée. Le tribunal considère que l'étron, ça ne dépasse pas les limites. Je ne vous lis pas tous les attendus, ils sont assez communs. Mais par contre, que l'arbre généalogique
et ça avait déjà été jugé pour son père concernant sa première représentation dans le Bébé de Show. Donc on est un peu dans cette lignée-là, où il était avec un casque à pointe et il avait l'accent allemand. Donc on considère que là, l'assimilation au nazisme, c'est vraiment ce qui dépasse les bornes. Et même s'agissant de Marine Le Pen, c'est pas possible. Ça revêt un caractère manifestement outrageant qui dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression, même dans le contexte en cause. La dernière, c'est toujours Marine Le Pen, et je vous invite à lire le commentaire, c'est un arrêt de la première chambre civile du 20 mars 2014 contre Laurent Gérard. Et le commentaire de notre confrère Guillaume Lécuyer au Légipresse, qui fait vraiment le point sur la question. Il est dans vos dossiers documentaires. Il s'étonne, puisqu'il dit « Bien malin celui qui aurait pronostiqué qui du bouffon ou de la cible, qui avait la particularité d'être un mineur, devait remporter la bataille judiciaire que la première chambre civile a eu à connaître à l'occasion de l'arrêt rendu par le 20 mars 2014. » Et là, c'est Laurent Gérard, humoriste affiché, pas de difficulté, qui, sur les ondes de la radio, met en scène la petite fille. Alors, c'est toute la famille Le Pen qui est là, mais dont la petite fille. Et donc, on est assez proche de ce que je viens de vous indiquer là, concernant la bande dessinée de Rachida Dati. Mais là, la Cour de cassation prend le contre-pied et estime que la mise en cause de la petite fille, qui est nécessairement reconnaissable, dépasse les bornes, qu'elle n'est pas un personnel politique et que la sphère d'impunité de la jurisprudence traditionnelle ne peut pas s'appliquer la concernant. Je vais vous lire l'attendu de principe. Mais comme j'ai tout surligné en jaune, je ne retrouve plus. Aucune information n'est délivrée sur son compte autre que son prénom, son âge approximatif, toute chose qui, comme son ascendance, révèle de l'état civil, que le caractère imaginaire manifeste fait que ni les sentiments, ça c'est ce que soutenait, ni les sentiments supposés de l'enfant, ni la type de relation qu'elle entretient avec son grand-père ou ce dernier avec elle, et ne se trouve révélé au public. Constations ainsi, ah oui, parce que la Cour de cassation, pardonnez-moi, je ne vous l'ai pas dit, casse la décision des juges de fond, quand le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale s'oppose à ce que l'animateur d'une émission de radiophonique, même à dessein satirique, utilise la personne de l'enfant et exploite sa filiation pour lui faire tenir des propos imaginaires et caricaturaux à l'encontre de son grand-père et de sa mère. On se dit d'ailleurs en lisant ça que si Rachida Dati était montée jusqu'à la Cour de cassation, elle aurait peut-être obtenu satisfaction. C'était mon cinquième critère sur les personnalités publiques et cette limite qui me paraît la principale, qui est celle de l'intimité de leur vie privée. Il y en a un dernier que j'ai déjà d'ailleurs un peu abordé, qui est l'intention de nuire. Et là, on débusque non pas le discours idéologique, dont Mme Sautreau parla tout à l'heure, mais le fait d'avancer sous les traits de l'humour, mais en fait pour faire mal, pour injurier proprement. Et là, le juge doit arriver à s'en sortir pour savoir, de manière peut-être un peu subjective, mais savoir quelle était l'intention fondamentale de l'auteur du propos. Et j'ai deux décisions que je voudrais évoquer. Une récente concernant Zidane, rendu par les 17e... non, c'est un arrêt de la Cour de Paris du 7 mars 2013, qui d'ailleurs infirme la 17e, qui considère, alors même que c'était un humoriste, Christophe Alévèque, humoriste connu comme tel, et connu d'ailleurs pour la violence de ce propos, l'humoriste décapant, qui se confie à un magazine sportif, Sport Mag, et s'est annoncé comme tel, avec la franchise qui le caractérise. Et alors, c'est d'une particulière grossièreté, pardonnez-moi, je vais lire parce que, pour qu'on comprenne la décision. Il traite Zidane de con comme une bite, pute, qui n'est un panneau publicitaire à 3 neurones et qui est un ambassadeur de Danone qui méritait de crever dans le yaourt. C'est une critique d'une personnalité publique à l'évidence, mais la Cour dit c'est peut-être une personnalité publique parce qu'il est très connu, mais pour autant, il n'est pas comme ces hommes politiques qui vont s'exprimer sur tous les sujets, et depuis d'ailleurs qu'il n'est plus un sportif, même si
il reste assez présent dans les médias, il n'a lui-même aucune vie publique particulière. Et la Cour retient que M. Alévèque s'est excusé ultérieurement. Et d'ailleurs, alors que le tribunal avait dit « mais non, c'est pas parce qu'il s'excuse que forcément ce serait trop simple » d'ailleurs, la Cour dit au contraire « non, s'il s'excuse, c'est quand même qu'il a considéré qu'il avait peut-être dépassé les limites » et condamne pour injure, considérant que, et là c'est au visa de l'article 10, ça avait dépassé les limites du genre. Je vous invite à prendre connaissance de la décision qui est également, je crois, dans votre dossier documentaire. C'est assez bien motivé. La dernière décision, c'est deux humoristes, ou en tout cas qui voudraient l'être, Ardisson et Fogiel, qui avaient un différend à une époque, un jugement de la 17e, où là aussi c'est d'une particulière grossièreté, mais dans son émission, Ardisson avait dit de son collègue que voilà, il se trémousse tellement qu'on dirait qu'il a collé un gode sur sa chaise. Il a évoqué l'exception humoristique en disant « mais c'est dans mon émission, tout le monde en parle, c'était pour faire rire, nous sommes dans une cadre de polémique, il me prend mes invités, etc. » La 17e, là, fait bien le départage en disant que les propos litigieux, aussi pleins d'emprunts de dérision que d'humour, révèlent par leur caractère inopiné, prémédité et insistant l'insidieuse volonté chez leur auteur de porter atteinte à la personne même de Marc-Olivier Fogiel, et donc condamne pour injure publique. J'en termine, je vous avais dit qu'il y avait 6, peut-être 7 critères. C'est vrai qu'il y a au-dessus de tout un critère qui est celui de la dignité humaine. Et je recherchais pour savoir si... je cherchais la décision concernant... comment s'appelle-t-il cet humoriste? Je ne l'ai pas retrouvé, mais par contre j'en ai trouvé une autre qui concerne l'association des personnes de petite taille qui a fait... Alors il y avait des questions de recevabilité qui sont vite évacuées. C'est un jugement assez ancien du tribunal de Nanterre, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent sur le fond. A signé Bruno Gassio, qui, c'est vrai, là aussi, n'était pas allé de main morte, avait dit « c'est vrai qu'on ne les mange pas, on ne les mange plus. Au XVIIIe siècle, il y avait une grande tradition de pâté de tête de nain, mais bon, maintenant, ça ne se fait plus du tout. Non, parce que le nain, c'est très goûteux, c'est très raffiné, le nain. T'enlèves la tête et le cul d'un nain, il y a moins à manger que sur une caille. C'était juste pour dire que maintenant, avec des hypophyses truqués, on se trouve avec des nains de 1,75 m. Ça ne veut plus rien dire du tout. » Bon, évidemment, il se voulait drôle, etc. C'est inutile de le dire, mais ça a heurté les personnes ainsi mises en cause qui, par le biais de leur association, ont fait une action et auquel ils ont obtenu gain de cause, puisqu'il y a eu 100 000 francs, on était encore en francs, de dommages et intérêts, la diffusion d'un communiqué dans l'émission, sous astreinte. Donc on était, selon les critères de l'époque, sur ce qu'on pouvait faire de plus grave. Et voilà l'attendu. En assimilant les nains à de la nourriture et au règne animal, l'esprit de dérision qui animait Bruno Gassio l'a conduit à dénier l'humanité même de ses victimes, suscitant le rire aux dépens de leur handicap physique irréversible, de leur souffrance quotidienne, de leur profonde faiblesse et de leur fragilité. Il a ainsi indiscutablement porté atteinte au respect de la dignité des personnes de petite taille et a commis, et c'est pour ça que ça avait fait tilt, puisque c'est le thème de notre journée, un abus de la liberté d'expression. Et donc a condamné Bruno Gassio et Canal+ pour faute. Je crois que c'était sur le fondement de l'article 1382 que se situait cette action. J'en termine par là. Donc, vous avez vu les 7 ou 6 lois du genre, puisque la dignité, elle est forcément protégée, la dignité humaine. Ça fera sans doute le lien avec ce dont on va évoquer ensuite dans le courant de la matinée. Mais puisque nous avons quand même 10 minutes, voire un quart d'heure, je donne volontiers la parole à la salle pour les questions ou interventions que vous voudriez poser.